Bon midi tout le monde, bienvenue au Midi Conservation du Réseau de milieux naturels protégés. J'espère que vous allez bien et en ce beau midi ensoleillé à Montréal et dans toutes les régions du Québec, donc bienvenue. Je vais vous laisser le temps de vous installer. On a beaucoup de participants ce midi. C'est un sujet de grand intérêt. J'en suis bien contente et très fière en fait. Donc, je vais vous laisser le temps de vous familiariser, entre autres, avec la plateforme GoToWebinar, que vous connaissez peut-être. Donc, vous avez différentes fonctions à explorer, entre autres, la fonction main levée, si vous voulez prendre parole à la toute fin de la présentation pour poser une question à nos conférencières invités. Vous pouvez aussi inscrire vos questions dans la boîte chat ou questions, tout dépendant des plateformes. Donc, ces questions-là vont m'être relayées et je vais pouvoir les passer verbalement à nos conférencières à la fin de la présentation. Donc, vous avez bien compris que nous allons présenter dans quelques minutes notre midi conservation. Et donc, je vous invite à garder vos questions pour la toute fin de la présentation. On va se garder un bloc au moins de 45 minutes, sinon plus, peut-être un petit peu après 13 heures, considérant l'intérêt de ce sujet. Donc, si vous voulez rester avec nous, vous êtes les bienvenus. Donc, voilà. On voit que ça commence à rentrer en salle. On va commencer dans quelques minutes. Donc, entre-temps, je pourrais me présenter. Je m'appelle Véronique Vermette. Je suis chargée des formations et du renforcement des capacités au réseau de milieux naturels protégés. Je serai l'animatrice aujourd'hui de votre webinaire. Donc, bienvenue dans notre salle virtuelle. Si c'est votre première visite et que vous connaissez peu le RMN, le réseau de milieux naturels, RMN, je vous invite à aller voir notre site web. En fait, on est l'organisme provincial qui rallie, entre autres, les organismes de conservation en vue de faire de la conservation volontaire, donc en terre privée. Donc, notre organisme est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif de protéger l'environnement. Bien sûr, pour le bénéfice de tous, on soutient, on encourage la conservation volontaire partout au Québec. On regroupe environ 70 membres, dont plus de la moitié sont des organismes de conservation du Québec. Et on appuie également une centaine d'organismes et de partenaires qui œuvrent à travers le territoire. On est aussi en contact avec d'autres organismes à travers le Canada pour promouvoir et aller chercher du financement aussi en conservation volontaire. Donc, le RMN organise cette série de rencontres mensuelles-là depuis, en fait, 2015. Donc, on a plusieurs années sous la cravate. On offre vraiment des sujets très variés. Et le but est bien sûr de renforcer les capacités des acteurs de la conservation, que ce soit organismes, municipalités ou autres, via le partage des bons coups, via le partage de meilleures pratiques, aussi pour parler d'actualité en lien avec la conservation. Donc voilà, je vous invite à être des nôtres tous les mois. Le dernier mercredi de chaque mois, on est là avec vous en ligne pour le Midi Conservation. Donc, quelques notes sur le déroulement du webinaire. Comme vous pouvez le voir, présentement, vos micros sont fermés pour ne pas avoir d'interférence. Donc, je rappelle que si vous avez des questions à poser à nos conférencières invités, je vous invite à les inscrire dans la boîte de questions ou la boîte de chat et je vais les relayer de vive voix à la fin de la présentation. Donc, on va se garder un moment à la toute fin pour vos questions. Restez des nôtres jusqu'à la dernière minute. Donc, voilà. Et je vais juste vérifier mes petits paramètres. Voilà, la session est enregistrée. Elle sera diffusée sur la chaîne YouTube du RMN cet après-midi. Vous allez recevoir le lien pour pouvoir aller la revisionner au besoin ou la partager avec vos collègues et amis. Donc, on va commencer tout de suite. On a déjà 126 participants d'arrivée. On en attend encore quelques-uns. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter nos deux directrices invitées aujourd'hui. On est chanceuses. On a deux directrices de l'organisme estrien, Corridor Appalachien, qui viennent vous présenter en fait un tout nouveau guide qui a été créé afin de faciliter l'intégration de la connectivité écologique dans la planification territoriale par les gestionnaires territoriaux et autres acteurs de la conservation. Le guide favoriser la prise en compte de la connectivité écologique auprès des MRC et municipalités, c'est le titre du guide, vous incite bien sûr à collaborer ensemble pour penser et mettre en œuvre des stratégies à déployer permettant d'informer et aussi de mobiliser les différents acteurs et partenaires pour vraiment aller accélérer les gains en conservation et en connectivité écologique. Donc, avec nous aujourd'hui, Mélanie Lelièvre, directrice générale, et Martine Ruel, directrice de l'intendance et des partenariats.
Mélanie est bachelière en sciences agronomiques avec une spécialité en agriculture biologique, mais c'est avant tout la protection de l'environnement et la biologie qui l'ont attirée au sein de Corridor Appalachien là, depuis 2007 déjà. Félicitations à Mélanie. Et donc, elle gère maintenant l'organisme avec un grand dévouement, vraiment avec des belles et des nombreuses réussites pour Corridor Appalachien depuis de nombreuses années. Et Martine est géographe de formation, puis Martine œuvre comme directrice à entretenir, à maximiser les liens avec les différents partenaires et collaborateurs de Corridor Appalachien, notamment leurs membres affiliés dans la région de l'Estrie, les instances municipales, le milieu universitaire et aussi celui de la conservation. D'ailleurs, Corridor Appalachien est souvent partenaire avec le RMN pour soutenir les autres organismes de conservation à travers le Québec. Et donc, Martine coordonne le volet de mise en valeur et gestion des aires protégées de Corridor Appalachien. Donc, sans plus tarder, mesdames, je vais vous laisser la parole. Je suis très heureuse de vous présenter ce duo dynamique et engagé dans leur région. Donc, voilà. À vous, madame. Merci beaucoup, Véronique. Quelle belle introduction. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire, cette présentation qui porte sur les municipalités, le rôle des municipalités et l'urgence d'agir en matière de connectivité écologique. Et je vais être accompagnée, comme l'a dit aussi Véronique, par Martine, qui va faire un bout de la présentation avec moi. Je vais vous faire une petite confidence d'entrée de jeu. On ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il y ait autant de participants à cette conférence. On est un petit peu étonné par l'affluence, mais en même temps, on trouve ça très excitant. On en est très contente. On pensait à la base s'adresser à une trentaine, une quarantaine d'intervenants du milieu de la conservation surtout. Puis on voulait le faire vraiment comme un appel à la mobilisation des groupes pour ensuite aller parler de cet enjeu-là aux municipalités. Mais je pense qu'il y a déjà plusieurs représentants des municipalités autour de l'appel. Alors, on va faire une pierre deux coups. C'est super. On en est très contents. Alors, aujourd'hui, nos trois principaux objectifs, c'est vraiment, premièrement, de vous sensibiliser sur l'importance de la connectivité et du rôle positif que ça peut avoir pour contrer les effets des changements climatiques sur nos écosystèmes, sur la biodiversité. Je pense que tout le monde commence à être assez familier avec ça, mais on veut renforcer vraiment cette information-là autour de la connectivité. On veut également vous démontrer à quel point, quand il y a une alliance entre les actions de conservation terre privée qui sont portées comme par les groupes comme nous, les groupes de conservation, une alliance avec les instances municipales dans l'aménagement du territoire, comment cet effet-là combiné peut être une piste de solution puissante pour mettre en œuvre des projets de protection de la connectivité. Et également, on veut vous mobiliser à agir dans cet objectif-là, que vous soyez un organisme de conservation, une municipalité. On va aborder cet aspect-là en fin de rencontre. Alors, je démarre. On devrait en avoir pour environ 35 minutes, 40 minutes. On voulait vraiment laisser une quinzaine de minutes à la fin de l'échange pour pouvoir prendre vos questions. Et donc, comme il y a beaucoup de gens autour de l'appel, autour de la rencontre aujourd'hui, on se permet juste deux petits mots sur Corridor Appalachien. C'est peut-être pas tout le monde qui nous connaît. Alors, Corridor Appalachien, c'est un organisme à but non lucratif créé en 2002. Donc, cette année, on va souligner notre 20e anniversaire, qui a pour mission de protéger les milieux naturels et la biodiversité du territoire sur lequel on travaille, donc une portion des Appalaches du sud du Québec, en l'occurrence les montagnes vertes du Nord. Et depuis la création de l'organisation, en partenariat avec tous les groupes de conservation qui œuvrent aussi ce territoire-là, donc Conservation de la nature, puis nos membres affiliés, bien, ce sont près de 16 000 hectares aujourd'hui qui sont protégés à perpétuité en terre privée. Et donc, on en est très fiers. C'est vraiment des résultats assez dont on est fiers. Donc, les grands chantiers, les principales activités qu'on conduit sont celles-ci qu'on voit en bas, donc des projets de conservation à portée légale en terre privée. On fait également de la gestion et de la mise en valeur de milieux naturels protégés. On fait beaucoup d'acquisition de connaissances, donc des projets de sciences pour nous guider pour avoir le plus d'impact possible dans nos projets de conservation. Également, on a tout un volet d'influence et d'éducation.
La présentation aujourd'hui s'inscrit dans une plus grande initiative et je vais laisser Martine parler de cette grande initiative qui est les corridors écologiques. Merci Mélanie, ça me fait plaisir de prendre la parole. Je réitère qu'on est très content d'être là, de voir qu'il y a autant de gens qui ont été interpellés par cette présentation-là. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'urgence d'agir. Urgence d'agir, mais aussi d'unir nos forces. Ça va être pas mal ça le thème. Et parlant d'unir nos forces, ben, je voulais vous informer que cette présentation-là qu'on vous fait aujourd'hui, elle s'inscrit dans la démarche de l'initiative québécoise Corridor écologique, qui est pilotée par Conservation de la nature, puis à laquelle collabore un vaste éventail, dans le fond, de maîtres d'œuvre, dont vous voyez les logos à l'écran présentement. Il y a différents ministères, il y a des chercheurs, des universités qui sont représentés. Se greffe aussi à l'initiative des partenaires forestiers, des partenaires agricoles et aussi, vous vous en doutez bien, des partenaires financiers. Donc, vous voyez là les logos des organisations qui sont présentes. Donc, en tout et partout, c'est une centaine d'experts qui collaborent à l'initiative. Juste pour tracer un peu l'historique, l'initiative a été mise en place en 2017. Et puis, ensemble, les partenaires de l'initiative, ce qu'on vise à favoriser, c'est vraiment le déploiement d'un vaste réseau de corridors écologiques. 2017, il y a eu les 3 premières années du projet, puis maintenant, on est comme dans la deuxième phase. Maintenant, c'est dans 11 régions administratives du sud du Québec que se déploie ce projet-là. Et comment se déploie le projet? C'est à travers notamment un volet de renforcement des capacités, donc de l'échange d'expertise, des collaborations, des visites sur le terrain, des comités de travail locaux, et aussi par des activités de mobilisation et d'accompagnement dans l'action, notamment des acteurs municipaux, aujourd'hui notre thème, mais aussi des acteurs forestiers et agricoles. Donc, voilà le lien avec l'initiative. Alors, Mélanie, je te repasse la parole. Merci, Martine. Alors, pour rentrer dans le cœur de la présentation, je vais opter pour vous présenter une petite vidéo qui présente les corridors écologiques et la connectivité de façon générale. Tout à l'heure, on a fait le test et c'était pas très joyeux comme résultat là, au niveau du son. C'était un peu assuré. Alors, je crains avec tout le monde qui est autour de l'appel, de vous faire perdre votre temps avec un lien qui ne fonctionnerait pas bien. Et par contre, on va mettre dans le chat le lien pour regarder cette vidéo-là. Donc, c'est une petite vidéo qui est disponible sur YouTube, mais qui est sur le site Connectivité écologique dont on va aussi parler tout à l'heure. Alors, c'est une petite vidéo qui dure seulement 1 minute 50, 1 minute 55, et c'est vraiment très bien résumé, et ça fait un beau résumé, une belle synthèse, une vulgarisation de ce qu'est la connectivité. Alors, Mélanie? Oui? Ce vidéo, il est disponible sur YouTube à grand public, à tous. Donc, si, par exemple, il y a des organismes ou des municipalités qui voudraient le diffuser dans leur propre réseau, ils peuvent se l'approprier? Oui, tout à fait. Il est public, là. Donc, on peut copier le lien URL. De toute façon, il y a les remerciements et les auteurs là, qui sont mentionnés à la fin. Donc, vous pouvez vraiment l'utiliser. Merci. Alors, en fait, je prends pour acquis que les gens savent ce qu'est la connectivité. Donc, c'est, je dirais, le degré de connexion des milieux naturels entre eux. Et en fait, la connectivité, en fait, on peut la résumer en disant que c'est ce qui supporte les déplacements des espèces vivantes sur un territoire, que ce soit les espèces fauniques, mais également, à une échelle de temps différente, les espèces floristiques. Alors, je vous amène sur cette prochaine diapositive qui illustre le nord du continent, principalement des États-Unis avec le Canada, et donc qui m'amène à parler de connectivité avec cette carte-là, mais également de changement climatique. Alors, ce qu'on voit en mouvement sur cette carte-là, ce sont des mouvements fauniques qui ont été représentés basés sur de la science, évidemment, des études qui ont été officiellement publiées.
Et c'est le fruit d'une animation qui a été faite par, on a le nom là, à l'écran, Dan Majka de TNC, qui est le pendant américain ciblé là, de conservation de la nature, qui est The Nature Conservancy. Alors, en rose, ce qu'on voit, ce sont de représenter les déplacements des mammifères. En bleu, ce sont les oiseaux et en jaune, les amphibiens. Alors, ce que l'étude démontre, c'est que l'aire de répartition des espèces va être appelée à se déplacer de l'ordre de 45 km à chaque décennie. Donc, c'est un rythme de déplacement qui est sans précédent donc qui est vraiment provoqué par les changements climatiques. Et j'apporte aussi votre attention sur cette carte-là sur le goulot d'étranglement que l'on retrouve entre la masse d'eau que représentent les Grands Lacs et plus à l'est, l'océan Atlantique. Donc, on voit vraiment que toute la portion du nord-est des États-Unis et du sud du Québec, dans ce contexte-là, va jouer un rôle encore plus important pour la biodiversité en étant une voie de transit super importante pour permettre le déplacement des espèces qui se déplacent par la force des choses pour retrouver des niches écologiques adéquates, pour s'alimenter, retrouver des habitats adéquats pour répondre à leurs besoins dans ce monde changeant. Pour ce qui est des changements climatiques, là, je m'excuse, l'utilisation d'une photo un peu dramatique d'une espèce qui n'est même pas présente ici dans notre région, mais je me suis permise de l'utiliser quand même parce qu'elle illustre bien le propos et je pense qu'on a besoin d'utiliser des images fortes en la matière. Donc, en fait, je pense que la démonstration auprès de vous est sans doute pas à faire, mais tout de même réitérer que les changements climatiques, je dirais, de toutes les grandes études là, que vous pouvez consulter, les rapports intergouvernementaux, l'Union mondiale pour la conservation de la nature, le Fonds mondial, etc., dans le livre blanc, les rapports sur la planète, je veux dire, les changements climatiques et la perte d'habitat sont les deux principales menaces qui pèsent sur la biodiversité. Donc, pensez à tout ce que ça peut avoir comme perturbation pour les écosystèmes, les habitats des espèces. Et donc, la couche de changement climatique vient ajouter un stress additionnel sur les autres perturbations qui affectent la biodiversité. Donc, j'en parlais, la perte d'habitat, la pollution, les espèces exotiques envahissantes. Donc, cette composante-là, en soi, c'est une menace seule, mais qui vient accélérer en plus les autres menaces et tout ça fait une accélération de la problématique et c'est pour ça qu'on parle vraiment d'une urgence d'agir et d'une crise climatique et de la biodiversité. Je vous amène sur cette image-ci qui représente l'étendue de forêts, des forêts tempérées, donc des forêts feuillues et mixtes, présentes à l'échelle mondiale, donc avant l'industrialisation, avant l'ère industrielle. Donc, ce qu'on voit en vert, l'espèce de jaune, le vert lime, donc c'est la présence de ces grandes forêts-là qui étaient présentes un peu partout en Europe, dans notre contrée, dans le nord de l'Amérique du Nord, en Asie. Et aujourd'hui, l'état résiduel de ces forêts-là se limite à ce qu'on voit sur la carte. Donc, je refais le avant et après. Donc, on parle de perte d'habitat, de changement climatique et de fragmentation par-dessus tout ça. Donc, imaginez le stress que, premièrement, le peu de forêts feuillues, le peu de forêts de tempérées qui nous restent et la difficulté pour ces habitats-là de pouvoir répondre à l'ensemble des interactions, des rôles qu'ils peuvent jouer et répondre pour les espèces. Pour compléter là, le propos sur l'importance de la fragmentation, en fait de la connectivité, là, je vous parle d'une étude sur la fragmentation. Donc, c'est une étude qui s'appelle Habitat Fragmentation and its Lasting Impact on Earth Ecosystem. Donc, ça a été publié en 2015 par Haddad et son équipe. Donc, ça a été publié. Il y a notamment aussi le docteur Andrew Gonzalez, que certains sans doute connaissent, qui pilote le CSBQ notamment, qui est affilié à l'Université McGill. Donc, cette étude-là, elle porte sur 35 ans de sciences. C'est une revue de 35 ans de sciences sur la fragmentation. Ils arrivent vraiment à des conclusions à l'effet que
la fragmentation avait des effets même presque insoupçonnés sur la biodiversité. Donc, on arrive à certains constats comme le fait que la fragmentation des habitats réduit la biodiversité de 13 à 75 %, et ces effets sur les écosystèmes se multiplient au fil des ans. On dit aussi que la capacité des forêts qui subsistent et des autres habitats naturels de préserver la biodiversité qui y est présente reposera sur la qualité et la quantité des habitats qu'on laisse à l'état naturel, mais aussi leur degré d'interconnexion. Donc voilà, mon propos introductif, c'est de vous sensibiliser au fait que c'est vraiment important la connectivité et que c'est pleinement reconnu par la science que ça a des effets vraiment très importants et qu'en plus, ils sont accélérés par les changements climatiques. Je vais changer un petit peu je vais dans la deuxième partie de la présentation. Donc, je vais vous entretenir des réalités et des limites de la conservation en terre privée. Alors, j'ai choisi cette image-là parce que je la trouvais très éloquente pour illustrer mon propos. Puis vous allez peut-être trouver ça un peu particulier qu'une directrice d'un organisme de conservation qui est souvent citée pour avoir des belles réalisations puis pour faire la différence dans son milieu. Moi, je vous arrive avec cette image-là puis je vous parle des limites de la conservation en terre privée. Bien, en fait, c'est un constat qu'on n'a pas le choix de faire pour peu qu'on soit réaliste et qu'on regarde les choses en face. Alors, quand on parle d'avoir un impact vraiment majeur sur la biodiversité, en conservation, on réalise que nos actions, bien qu'elles soient super importantes, qu'elles soient essentielles, en terre privée, c'est difficile d'avoir vraiment des gains de façon très, très importante sur un vaste territoire dans une grande région, parce que c'est la nature des choses, puis j'y reviendrai un peu. Et donc, à l'instar de cet homme-là sur la photo, qui s'est rendu quand même à un certain niveau. Hein. Il a réussi quand même à gravir un sommet. Là, on présume que c'est un sommet assez haut. Bien, en fait, il arrive à une étape dans son parcours, dans son objectif, où bien, il est limité. Puis l'outil qu'il a en main, ça ne lui permet absolument pas de franchir l'autre portion essentielle de son parcours. Alors, il s'est rendu là, mais il est un peu bloqué. Il a besoin de d'autres outils, puis il a besoin d'une autre façon de se rendre au sommet je sais pas dire, c'est pas au sommet de l'autre sommet, là, ça serait en bas de l'autre sommet, mais enfin, de l'autre côté. Alors, je prends une carte pour poursuivre ce propos-là. Donc là, je m'excuse, c'est un peu pizza. J'espère quand même que je vais réussir à vous vulgariser ce qu'on trouve sur cette carte-là. Donc, c'est le territoire d'intervention de corridor appalachien, le territoire des montagnes vertes un peu élargi. Puis, ce qu'on voit en vert, les taches organiques, là, en vert, donc c'est les grands massifs forestiers. C'est relié par les corridors naturels qu'on voit en mauve. En rouge, vous avez les aires protégées en terre privée. Et en bleu, vous avez les aires protégées en terre publique. Puis en passant, ces aires protégées-là, ça n'a pas été fait du tout que par Corridor appalachien, ça a été fait en collaboration avec tous les partenaires, commencé par Conservation de la nature, qui est un des plus grands propriétaires d'aires naturelles protégées dans la région, et tous les membres affiliés, Corridor appalachien, certaines municipalités, etc. Donc ça, c'est le travail collectif. Alors, ce que je veux faire réaliser sur cette carte-là, c'est que malgré que ce sont des résultats en conservation qui sont quand même très importants, il y a près de 16 000 hectares qui sont protégés à perpétuité. Donc ça, c'est le fruit du travail de 25 ans de travail collaboratif dans la région pour arriver à faire ces gains-là en conservation. On parle d'environ 150 projets de conservation qui ont été signés là, devant notaire. Une estimation très conservatrice là, serait autour de 150 millions de dollars d'investis en valeur totale de projets de conservation dans la région pour arriver à ces gains-là. Alors, c'est vraiment des résultats qui sont importants. En terre privée, on est à 4,3, 4,4 %.
quand on combine aux aires protégées du gouvernement, donc les parcs nationaux notamment, bien, tout ça combiné, on arrive à 8 du territoire qui est protégé. Donc, on peut se dire, waouh, c'est super, c'est déjà plus que le double que ce qu'on retrouve dans le reste du sud, à gauche ou à droite, à l'est ou à l'ouest. Mais tout de même, c'est bien 8 tout le monde ensemble, mais on peut aussi voir le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Ça veut dire quand même qu'il y a 92 du territoire qui n'est pas protégé. Alors, oui, vous allez me dire, il y a des outils d'aménagement du territoire, c'est vrai, il y a des nuances, mais en termes d'aires protégées en tant que telles, il y a seulement 8 malgré tous ces efforts-là. C'est la région Québec où il y a le plus de groupes de conservation, le plus de projets de conservation en terre privée. Alors, on est bien loin de la nouvelle cible, hein, du 30 d'aires protégées, et on comprend qu'évidemment, ce n'est pas demain la veille qu'on va être rendu à ces niveaux-là d'aires protégées dans une région qui est aussi prisée par le développement immobilier, par l'utilisation humaine, les activités anthropiques, des villes qui grandissent, de la villégiature, puis je ne vous parlerai pas des effets du dernier, de la pandémie, puis du boom sur les valeurs du boom immobilier dans la région. Alors, donc, par rapport à ça, c'est pour vous dire que oui, c'est super, les travaux qu'on fait avec tous les autres groupes de conservation, mais c'est évidemment pas assez pour avoir un niveau de protection en aires protégées et des écosystèmes qui est adéquat. Et je vous amène une couche plus loin par rapport à la difficulté. Donc, globalement, on voit qu'il y a beaucoup de limites, mais quand on regarde le contexte spécifique des corridors naturels, c'est un constat qui est encore plus cruel. Et je vous illustre pourquoi. Donc, quand on regarde la réalité foncière des corridors naturels, on se rend compte que ce sont des propriétés qui sont souvent beaucoup plus petites en surface, parce qu'on est dans des vallées, proches des routes, donc plus habitées. Ça fait en sorte que les valeurs unitaires, les valeurs foncières sont beaucoup plus élevées sur ces parcelles-là que ce qu'on va retrouver, par exemple, dans les milieux humides ou dans les massifs forestiers. Le risque est très élevé quand on s'engage dans des projets de protection des corridors naturels parce que tu peux avoir un corridor qui se déploie sur une zone, tu vas commencer à faire des actions de conservation, mais tu réalises qu'un seul développement immobilier au cœur de tout ça peut venir saper, contrecarrer tous les efforts précédents qui ont été déployés pour protéger ce corridor-là. Alors, c'est vraiment très risqué, puis je dirais que c'est très inconfortable. Et donc, non seulement il y a une urgence d'agir par rapport à la connectivité, par rapport au changement climatique, mais aussi il y a une urgence d'agir parce qu'il y a toujours ce risque-là que ce qui reste de corridor soit détruit par une conversion d'usage. Je vais prendre l'exemple d'un secteur spécifique de notre territoire où on met une emphase sur les corridors. Donc, si vous vous rappelez la carte, il y a l'autoroute 10 qui segmente ça. Et donc, nous, on travaille un petit peu plus spécifiquement sur quatre grandes zones de corridors de part et d'autre de l'autoroute 10, avec le MTQ, avec les municipalités, tout ça. Mais regardons combien, juste en valeur foncière, ça représente ces corridors-là. Évidemment, c'est estimé. Et donc, juste les zones de corridors représentent un peu plus de 7000 hectares. Je vous parlais tout à l'heure de 25 ans, 20 ans de travail avec 15 000, 16 000 hectares protégés. Là, juste dans ces 4 corridors-là prioritaires, on a 7000 hectares, on a 1000 propriétés et on a des valeurs moyennes à l'hectare d'environ 25 000 $, ce qui coûterait à peu près 183 millions de dollars en valeur de terrain si on voulait protéger tout ça. Aussi bien dire que c'est absolument impossible en valeur ni en quantité de travail. On s'en reparlerait dans 20 ans, puis on aurait cheminé un peu, mais relativement peu. Pour illustrer ce propos, encore une fois, je prends l'exemple du corridor naturel qui relie les habitats au sud, au Mont-Chagnon, avec le parc naturel du Montford, le parc national, pardon, du Montford. Et là, on voit en mauve un corridor naturel qui se déploie à Austin et à Magog. Donc là, ce sont 6 années d'intervention vraiment active pour arriver à protéger le corridor. On a réussi à faire 4 protections à perpétuité que vous voyez en rouge, des investissements en argent sonnant là, de plus de 400 000 $, mais quand on ajoute les dons écologiques, ça fait près d'1 million de dollars. Tout ça pour 20 hectares qui sont protégés sur un corridor de 160 hectares. Donc, c'est vraiment juste une petite portion du corridor qui est protégée. Et on voit, vous voyez la matrice graphique avec le cadastre derrière.
Donc, on voit que tant qu'on n'aura pas fait des gains vraiment substantiels, ces efforts-là sont vraiment à risque parce que entre les deux, il peut se passer d'autres actions. Un autre exemple pour parler qui m'amène à vous interpeller le volet de l'aménagement du territoire puis des boîtes à outils. Et l'exemple que voici, alors là, on est dans une ville qu'on n'aimera pas. Donc, ce qu'on voit, c'est que, en fait, il y a une ceinture urbaine là, vraiment tout au nord, à l'est et à l'ouest. Et vers le sud, il y a un grand massif forestier qui va en quelque sorte aussi se joindre à d'autres grands habitats forestiers, notamment, en tout cas, sur qui rejoignent d'autres grands massifs forestiers, on va dire ça. Donc, ils sont très importants pour la connectivité. En rouge, dans le haut de la carte, vous avez un parc, un grand parc qui appartient à la ville, qui est considéré comme un parc écologique et qui fait l'objet d'un projet de réserve naturelle. Donc, c'est super positif. La ville est impliquée dans un projet de conservation. Et donc, ça, c'est une carte en 2009, en 2010, pas tellement important, donc il y a quelques années. Et là, une carte récente de 2020. Alors, on voit ce qui s'est passé. Donc, je reviens. Donc, on voit le développement immobilier juste au sud du projet de réserve naturelle. Donc, qui vient vraiment faire une fragmentation avec les habitats au sud par un développement immobilier, alors qu'on aurait sans doute pu concentrer le développement immobilier d'une façon différente, à ne pas fragmenter ces habitats-là du parc écologique avec les grands massifs forestiers au sud. Donc ça, c'est un geste qui fait de la peine, surtout quand on sait qu'il y a des investissements et qu'il y a des gestes de protection dans le parc. Et donc, c'est pour ça qu'en matière de connectivité, plus que dans les autres aspects, que ce soit je dirais, les autres éléments du réseau écologique comme les massifs forestiers ou les hotspots, pour ce qui est de protéger les corridors naturels, l'aménagement du territoire, c'est vraiment, vraiment la clé de voûte. C'est la solution combinée aux efforts des groupes de conservation pour arriver à avoir un impact significatif sur la connectivité. Je regarde le temps. OK, alors on est bon. Je vais accélérer un tout petit peu plus. Donc, évidemment, pour ce qui est des municipalités, vous savez tout ça, ben, elles ont le pouvoir d'agir à l'échelle locale et même régionale avec l'instance de la MRC. Elles peuvent planifier des interventions dans les milieux naturels, faire de la protection de la mise en valeur de milieux naturels, intégrer une vision de développement durable, écosystémique dans l'aménagement du territoire. Il peut y avoir de la création de corridors écologiques, de la connexion d'aires protégées. Elles peuvent faire l'évaluation aussi de routes qui sont problématiques, déployer des projets d'écologie routière, peuvent avoir un rôle d'éducation et de sensibilisation auprès des citoyens. Et également, ils ont le devoir d'engagement dans la lutte au changement climatique. Donc, tous ces éléments-là peuvent s'appliquer justement à en fait, avoir un rôle très grand sur la biodiversité de façon générale, mais aussi plus spécifiquement sur la connectivité. Alors, Corridor appalachien, comme le disait la présentation de ce qu'il y avait en contenu aujourd'hui, puis l'introduction de Véronique. Donc, on lance une boîte à outils qui est à l'intention des MRC et des municipalités pour la prise en compte de la connectivité. Et donc, je vous en parle un peu. J'aurais peut-être dû dire ça en début de rencontre. Donc, je vais y venir. On va juste montrer quelques diapos issus de la boîte à outils. Le lancement officiel s'en vient, mais on vous donne quand même l'information. Et donc, là, je vous explique le contexte motivant le guide, les objectifs du guide. Je vous présente 2-3 diapos. Puis après, Martine va vous parler des prochaines étapes et du rôle que vous pouvez jouer. Alors, nous, ce qu'on a constaté comme défi, en fait, quand on rencontrait des municipalités par rapport à ça, c'est qu'il y avait vraiment de toute évidence un écart de connaissances en matière de l'importance de la prise en compte des corridors écologiques, de la connectivité. Donc, certains étaient réceptifs, puis d'autres disaient, ben, c'est peut-être pas nécessairement dans nos priorités. Et nous témoignaient également qu'ils ne savaient pas trop par où pogner cette bébelle-là qui est la connectivité puis les corridors naturels. On constate également un écart de volonté politique d'une municipalité à l'autre. Donc, des fois, ça peut être difficile de travailler à l'échelle
d'un territoire administratif d'une seule municipalité avec un corridor important qui s'en va, disons, vers l'ouest, puis que ben, la municipalité à l'ouest n'est pas impliquée dans cette démarche-là, puis peut poser des gestes. Donc voilà. Fait que ça, ce sont des constats au niveau des défis. Puis on constate également, plus à une autre échelle, mais un écart de volonté politique également entre les différents ministères au niveau de la province. Du côté des opportunités, ben, ce qu'on observe, puis probablement qu'il y en aurait plusieurs autres à ajouter là-dessus, ben, il y a une historique positive quand même et grandissante de corridors appalachiens, j'aurais pu mettre des organismes de conservation en collaboration avec des MRC et des municipalités. Donc, on retrouve de plus en plus ce duo-là de collaboration des organismes de conservation avec les instances municipales. Il y a une opportunité de mobiliser ce secteur pour faire des gains importants en conservation. C'est évident. On constate également qu'avec les préoccupations grandissantes de la population générale pour l'environnement, ça s'est reflété également lors des dernières élections. Puis on sent un vent de changement. On sent qu'on a de plus en plus de municipalités qui sont vertes, qui ont le goût de faire des gestes concrets pour mieux protéger la biodiversité. Donc, les objectifs du guide qu'on a mis en place, c'était ceux-ci, de fournir aux MRC et municipalités un outil pour inspirer et soutenir l'intégration de la connectivité écologique dans leur règlement et leur outil de planification, de partager des exemples de bonnes pratiques, inciter les MRC et les municipalités à tirer profit de l'expérience des organismes de conservation pour accélérer et augmenter l'efficacité de leur démarche. On sait très bien que le guide est un ingrédient parmi plusieurs autres qui soutiennent toutes sortes de démarches pour la prise en compte des milieux naturels, puis c'est évolutif et complexe. Donc, il y a toutes sortes d'autres outils, des guides, des pistes qui existent, mais celui-là, on pensait que de ce qu'on a entendu dans nos consultations préalablement à cet outil-là, on nous a vraiment dit que c'était un besoin. Et on compte également bonifier ce site web-là, cet outil, avec des formations puis des rencontres. Évidemment, on ne veut pas juste lancer un site web et que ça vive tout seul, il va falloir le faire vivre et l'animer. Et on compte aussi sur tous les groupes de conservation pour pouvoir alimenter ce mouvement-là qu'on aimerait voir se déployer. Alors là, je vous parle plus spécifiquement de la boîte à outils. Donc, en fait, il y a un volet pour les MRC puis il y a un volet pour les municipalités. Donc là, vous avez un peu en scoop parce qu'on pensait aujourd'hui s'adresser surtout aux groupes de conservation, pas à autant de municipalités, mais l'information est lancée. Donc, vous pouvez trouver ça sur le site connectivitéécologique.com. Alors, il y a une section qui présente l'importance de la connectivité de façon générale et ensuite, vous avez une section sur les boîtes à outils qui ont été préparées. Donc, vous avez 2 boîtes à outils qui s'adressent aux municipalités qui ont été préparées par Corridor Appalachien. Puis, il y a une boîte à outils qui s'adresse à une autre clientèle forestière qui a été travaillée par Conservation de la nature. Et c'est possible également, éventuellement, qu'il y ait une autre boîte à outils pour une autre clientèle qui sera ajoutée un peu plus tard. Alors, dans la section boîte à outils, donc, vous avez une section qui s'adresse au MRC. Et donc, sur la page, on va retrouver des informations de pourquoi intégrer la connectivité, par où commencer. On va parler du schéma d'aménagement et de développement, des documents complémentaires, des mesures de contrôle intérimaire, etc. Et donc, pour étayer chacune des rubriques, on va mettre également des exemples pour inspirer à l'action. Donc, des exemples concrets qui ont été appliqués dans des MRC. Et donc, un peu d'information qui est résumée. Et vous pouvez également, en cliquant à cet endroit-là, tomber sur le règlement, le plan en question, donc l'exemple qui est apporté. Donc, vous pouvez vous diriger directement vers ces règlements-là de par le site. Alors là, on a un exemple de la MRC des Moulins qui a, en 2014, adopté un RCI, un règlement de contrôle intérimaire à l'égard des boisés et corridors forestiers. Puis on explique quel impact que ça a pu avoir, leur objectif et comment ça vient servir la connectivité.
Et pour ce qui est de la section pour les municipalités, donc là, c'est un petit peu plus substantiel comme contenu. Donc, même chose, pourquoi intégrer la connectivité, par où commencer, puis on parle du plan d'urbanisme, des PPU, les politiques et les différents plans, des mesures de contrôle intérimaire, des zones de contrainte, des réserves à des fins publiques, après tout le volet des règlements de zonage, les PAE, etc. Donc, tout est résumé là, expliqué, et chaque élément est supporté par un exemple concret, encore une fois, et vous pouvez cliquer et vous rendre directement sur le site de la municipalité avec l'exemple qui est référé. Donc là, par exemple, on a l'exemple du PAE de la municipalité d'Austin, qui, pour contrer les effets négatifs de l'étalement urbain, donc de la fragmentation, a mis en œuvre un PAE sur des éléments, sur des milieux naturels, donc des milieux humides, des milieux hydriques, des bandes riveraines, des zones inondables, des pentes abruptes, mais également dans des grands massifs forestiers et des corridors naturels. Alors, voilà, ce sont des exemples de contenu que vous pouvez retrouver sur la boîte à outils. Alors, c'était très sommaire pour cette partie-là, mais c'est très facile de naviguer sur le site. Et puis, comme Martine va l'expliquer, on va avoir également un lancement un peu plus officiel d'autres actions qui vont venir se déployer. Donc, aujourd'hui, c'est comme juste un pré-lancement pour venir faire vivre tout ça, puis accompagner les groupes puis les municipalités qui seraient désireuses d'aller plus loin. Alors, Martine, je te cède la parole. Parfait. Est-ce que vous voyez, moi, je ne vois plus rien. Je ne sais pas, j'espère que je suis encore là. OK. Excusez, j'ai comme tout perdu en même temps. Donc maintenant, l'étape qui me concerne, moi, je voulais vous parler du déploiement de la boîte à outils, des différentes étapes à venir. Donc, dans le fond, ça va être possible d'incorporer le guide qui est connectivitéécologique.com sur les différentes plateformes et des organismes de conservation et d'autres organisations qui seraient intéressées de le faire. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner s'il y a lieu pour faire ça. Tel que Mélanie l'a mentionné, en mars, la date n'est pas encore retenue. On travaille ça en étroite collaboration avec Conservation de la nature du Canada, mais on va organiser le déploiement du guide aux municipalités puis aux médias. Il va y avoir probablement une conférence virtuelle avec des experts, des témoignages. Et donc, quand on aura la date, on va vous inviter là, à relancer l'info, partager l'invitation et évidemment à venir y participer. Ce qu'on prévoit aussi, comme Mélanie l'a mentionné, on a travaillé sur cette boîte à outils-là, mais il ne s'agit pas juste de lancer un site Internet puis d'attendre qu'il vive par lui-même, mais on a des conférences formatives qu'on compte faire, notamment avec le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie en mars. On est en train de ficeler ça avec eux. Avec le ministère Forêt, Faune et Parcs en mai, là, on va participer avec eux à un atelier de travail. On va présenter la boîte à outils. Puis, probablement qu'il y en a d'autres qui seront ajoutés. Notamment, je vais en reparler un peu plus tard, mais on travaille avec plusieurs municipalités sur notre territoire. Donc, on va utiliser l'outil, cette boîte à outils-là, pour avancer notre collaboration avec les municipalités qui touchent les corridors de notre territoire. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va partager une présentation PowerPoint et aussi un modèle de résolution pour vous appuyer dans vos efforts auprès des MRC et municipalités. Dans le fond, cette présentation PowerPoint-là, ça va être une formation, ça va aider là, ça va être un outil pour présenter une formation sur l'outil web et ses différentes sections. Ça va donner de l'assistance pour la sensibilisation puis l'accompagnement des municipalités.
Puis, le modèle de résolution qui va être rendu disponible, ben, ça va être une série de considérants là, qui sont en lien avec les changements climatiques et l'importance de la connectivité, puis qui amènent les municipalités à s'engager, à collaborer avec les organismes de conservation et aussi d'autres partenaires régionaux là, pour prendre en compte, pour mettre en place des actions concertées pour le maintien et puis le rétablissement aussi de la connectivité écologique. Alors, on peut aller à la prochaine diapo. OK, donc accompagnement et mobilisation du milieu municipal. Dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on voulait surtout là, mentionner, c'est vraiment un call to action. Vous parlez de l'importance d'agir ensemble, d'agir à travers la force du réseau de l'initiative québécoise Corridor écologique. Mais on pense que la force de ce réseau-là, on pense qu'elle peut être encore multipliée. Mélanie et Véronique en ont fait allusion au tout début de la rencontre. Il y a plus qu'une 60aine d'organismes de conservation qui sont actifs au sein du RMN. Aujourd'hui, on voit, il y a plusieurs acteurs qui sont intéressés à mettre l'épaule à la roue. Il y a aussi la coalition des Montérégiennes qui s'est mise en place dans les derniers mois, qui regroupe aussi des organismes de conservation et qui a aussi dans la mire à renforcer la connectivité entre les collines montérégiennes. Donc, il y a un momentum. Ce qu'on souhaite, c'est de créer un mouvement. Puis, on se dit que si chaque organisme de conservation ou autre acteur intéressé contacte 1, 2 ou 3 municipalités, qu'on fait des représentations, des formations, qu'on travaille ensemble pour faire reconnaître l'importance de la connectivité écologique, puis éventuellement mettre en place des actions concrètes pour renforcer cette connectivité-là. Donc, on souhaite créer, utiliser la force du réseau des organismes de conservation. On souhaite que chacun puisse agir comme facilitateur, comme mobilisateur, comme accompagnateur. Donc, on lance l'appel en lien avec le constat. Mélanie en a fait part. L'aménagement du territoire, c'est la clé de voûte pour assurer la connectivité. Ça s'inscrit aussi dans un mouvement qui est beaucoup plus large que juste la conservation et la connectivité, mais vous avez entendu parler certainement des solutions naturelles basées sur le climat. On entre aussi dans le même momentum que la révision de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, sur l'aménagement du territoire. Il y a des nouveaux maires, des nouvelles mairesses, des conseillers et conseillères aux récentes élections qui ont été élus, qui sont plus verts, qui se sont positionnés. Il y a aussi l'adoption des fameux PRMHH, les plans de protection des milieux humides et hydriques. On s'inscrit là-dedans. On sait que plusieurs MRC qui doivent réviser leur schéma d'aménagement, qui sont intéressés maintenant à inclure les corridors, puis des différentes actions, dispositions aussi pour favoriser la prise en compte des corridors, les plans d'urbanisme aussi qui sont dus à être refaits, c'est aux 5 ans. Donc, il y a tout un momentum à saisir, puis on pense que les astres sont alignés, puis on souhaitait par cette formation-là créer un mouvement vers des actions concertées. Donc, les actions concertées, ben, vous savez probablement, ou pour d'autres, vous allez l'apprendre, qu'en 2016, il y avait eu une résolution qui a été adoptée, qui s'appelle la résolution 40.3. En fait, c'est les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre puis les ministres des provinces de l'Est du Canada qui se sont mobilisés, qui se sont concertés, puis qui ont adopté une résolution qui reconnaît l'importance de la connectivité écologique comme mesure d'adaptation au changement climatique. Puis là-dedans, on souligne notamment aussi l'importance de collaborer différentes instances, puis même au-delà des frontières. Donc, la carte des mouvements là, que Mélanie vous a présenté au début, ben, on a vu qu'on avait un goulot d'étranglement, puis notamment, il y a l'initiative québécoise Corridor écologique, mais on collabore aussi avec Staying Connected Initiative, on collabore aussi avec des partenaires dans l'Est du Canada. Donc, tout cet effort-là est concerté. Et on n'est pas les seuls corridors appalachiens ou conservation de la nature à se dire « Ah, c'est une nouvelle priorité ». C'est vraiment, on est dedans. Là. Donc, ce qu'on voulait vous dire, c'est aussi qu'une partie importante de notre énergie dans les prochaines années à venir, qu'il faut qu'il aille vers
le maintien et la restauration de la connectivité. Ça ne veut pas dire qu'on va délaisser nos actions de conservation conventionnelles, parce que je le répète, on ne peut pas tout protéger avec des mesures strictes. Il faut développer une panoplie de façons de maintenir puis restaurer la connectivité. Peut-être ce qui est important de mentionner, c'est que pour maintenir la connectivité, ce n'est pas nécessaire que ça soit protégé. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait les boisés restent en place, c'est qu'il faut que le milieu naturel soit là. Donc les producteurs agricoles et forestiers peuvent continuer leur activité. C'est peut-être juste certains trucs qui pourraient être ajustés pour favoriser la connectivité, mais donc ça passe par toute une panoplie d'accompagnement des producteurs en place. Et donc, travailler avec les organismes de conservation, avec les municipalités, mais aussi avec les organismes de bassins versants, avec les acteurs agricoles, les acteurs forestiers. Il faut trouver des solutions complémentaires puis diversifiées, que chacun amène sa contribution, que ce soit par de la conservation, par de la réglementation, par du reboisement parfois, par de la sensibilisation, par des mesures d'écologie routière, la réfection d'infrastructures qui va permettre ou favoriser la connectivité. Donc, c'est ce à quoi Corridor Appalachiens on travaille. On travaille sur nos corridors prioritaires. Puis on souhaite, pour ne pas faire des mauvais jeux de mots, vous contaminer comme réseau de collaborateurs à développer ou à utiliser une panoplie d'outils, d'arguments, puis de moyens aussi pour accompagner les responsables de la gestion ou de la planification territoriale pour prendre en compte adéquatement les enjeux de la connectivité sur chacun de nos territoires, puis mettre en œuvre des actions concrètes menant au rétablissement de la connectivité. Fait que voilà ce que je voulais vous présenter. Je passe la parole à Mélanie pour la petite conclusion. Oui, merci beaucoup, Martine. Merci. Alors, je ne veux pas passer sous silence les gens qui ont travaillé, là, qui étaient notamment dans le comité de rédaction. Je sais qu'il y en a quand même quelques-uns qui assistent au webinaire aujourd'hui qui sont là. Alors, je les salue et je les remercie. Donc, Charles-David Babin, en tout cas, ils sont tous là, des affaires municipales, Marc-André Gartin, Martin Joly, Virginie Lafontaine, Catherine Lescope-Saint-Clair du MFFP, François Lestage, merci Marguerite Duville, Cynthia Patry de Conservation de la Nature, Josiane Pouliot, la ville de Magog. Il y a aussi plusieurs gens qui ont révisé, qui ont donné un coup de main au contenu, notamment tous les maîtres d'œuvre de l'initiative de Corridor écologique. Également, bien évidemment, a été piloté par l'équipe de Corridor Appalachiens, mais je voudrais pas passer sous silence le travail remarquable de Mélanie Frenette et de Louise Gratton aussi dans ce projet-là. Alors, je veux aussi remercier les partenaires financiers que vous voyez ici à l'écran, la Fondation de la Faune, le ministère, le gouvernement du Québec, Environnement, Changement climatique Canada, la Fondation ECO. Et également, je souligne un nouveau partenariat avec Hydro-Québec qui va nous permettre de déployer le guide, notamment auprès des municipalités pour la phase 2 de ce projet-là. Et voilà, donc diapo de fin, on a mis le site connectivitéécologique.com en bas. Donc, c'est un peu une évidence, là, mais on le rappelle, le climat est en train de changer. On devrait faire de même, donc il faut faire les choses différemment et aussi sans tarder. Puis, j'espère que vous avez bien, j'espère que nos objectifs ont été bien rencontrés. Puis, une chose que je n'ai pas dit là, tout à l'heure quand je me suis mis à parler des prémices de la boîte à outils, c'est que c'est une évidence, là, mais les municipalités, les MRC ont vraiment tout en main avec les pouvoirs qu'elles ont pour jouer un rôle déterminant dans le maintien des corridors naturels. Alors voilà, on peut aller aux questions. Merci beaucoup. Martine Ruel, Mélanie Lelièvre ne sont plus arrêtables. Il va falloir les réinviter une autre fois, en fait, pour continuer la discussion. Puis aussi vous présenter l'ouverture, le lancement de cette boîte à outils-là. D'ailleurs, je vous ai mis dans la boîte de chat les liens. Si vous voulez aller vous inscrire à l'infolette du RMN ou à l'infolette de Corridor Appalachiens pour avoir justement une mise à jour de toutes ces dates importantes qui vont être annoncées incessamment. Donc, merci beaucoup, Martine. Merci, Mélanie. D'ailleurs, encore une fois, là, ce matin, juste un petit aparté, le Soleil numérique, il y avait un article sur l'importance de connecter les milieux naturels, même s'ils sont protégés, par exemple, comme entre deux parcs nationaux.
afin d'assurer le maintien de la biodiversité. Là, dans ce cas-là, on parlait le cas du caribou, qui est un exemple assez criant. Et donc, voilà. Et merci encore à Corridor Appalachien, puis aux organismes aussi de conservation que vous avez nommés, qui ont mis en place cette boîte à outils-là pour planifier et intervenir dans la protection du territoire. Je vous laisse quelques instants encore pour inscrire vos questions ou demander la prise de parole pour pouvoir discuter et échanger avec nos conférencières. Entre-temps, je vous rappelle qu'on a enregistré la présentation. Si vous voulez la revoir ou la partager avec vos collègues et amis, vous êtes les bienvenus. Donc, on va ouvrir la période de questions. J'en ai quelques-unes en banque. Entre autres, il y avait une demande de l'APELA. Donc, l'APELA, je vous invite à rester à l'affût pour le lancement de ce guide-là. Puis, on nous mentionne aussi qu'il va y avoir une formation le 23 février pour comprendre comment travailler avec les municipalités, avec en exemple la Fondation CETI, qui est dans la région de Granby, et avec la SPFSA. Puis, excusez-moi, je ne sais pas si je n'ai pas l'acronyme en tête. Mélanie? FPFSA? FPSA? Oui. En tout cas, on va avoir 2 invités de marque le 23 février, donc surveillez les annonces. On va vous en informer dans nos différentes promotions et médias. Question de M. Jobin. Bonjour Benoît. On a parlé à Mélanie hier ensemble de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire au Québec. Donc, il y a des nouvelles annonces qui ont été faites par rapport à ce dossier-là. M. Jobin demandait si entre autres, Corridor Appalachien avait participé à la démarche de consultation, le dépôt du mémoire. Juste pour un rappel, il y a RMN et Nature Québec qui ont rédigé un mémoire en collaboration avec de nombreux organismes. Mélanie, votre implication? Oui, en fait, on s'était concerté là, avec vous notamment, puis fait qu'on a ajouté notre nom à ce mémoire-là. Puis on avait également tenu une des séances de consultation sur le maintien de la biodiversité. Puis on avait fait, je pense, un forum spécifique dans le cadre des consultations de la stratégie là, nationale. Hein. Et donc, j'avais aussi justement un peu présenté ces propos-là d'aujourd'hui dans ce cadre-là. Donc, oui, puis on assiste demain. Je sais que Martine et moi, on est inscrites là, à l'événement de demain. Puis c'est un sujet d'actualité qu'on suit. Là. Merci. Puis, M. Scheer, merci pour l'abréviation Société pour la protection foncière de Sainte-Adèle, effectivement. C'est juste que le nom était long. Une belle suggestion. Chercher un organisme à côté de la CETI, puis là, je ne trouvais vraiment pas. Non, ça, c'est dans les Laurentides, donc nos amis de Sainte-Adèle. Une belle suggestion de M. Mercier, qui vous félicite d'ailleurs pour l'outil. Il propose qu'on puisse envoyer un teaser, qu'on soit en mode attente, donc pour la réception de cet outil-là. Donc, à voir quelle information on pourrait mettre sur les réseaux et autres et inviter les organismes de conservation à teaser leur municipalité MRC peut-être. Super. Ben, en fait, avec Conservation de la nature, aussitôt qu'on va cibler la date, on va préparer tout de suite l'information. Donc, assez rapidement, on devrait être capable de l'annoncer. Donc, on n'aura peut-être pas un teaser, mais on va annoncer l'événement. Puis, dans la façon de l'annoncer, oui, peut-être que c'est une bonne idée de regarder cet angle-là. Merci. On avait une question de M. Sénez qui demandait justement des exemples de municipalités exemplaires. Il y a de nombreuses municipalités qui sont impliquées à différents niveaux. C'est sûr, tout dépendant de leur territoire et de leur capacité. Donc, on en a des exemplaires. On en a vraiment plusieurs cas que tu nous as partagés, Mélanie. Il va y en avoir d'autres, je suppose, dans la boîte à outils. Il y en a plusieurs dans la boîte à outils qui sont mentionnés. Mais ce qui est particulier à l'heure actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de municipalités qui sont dans le processus. Il n'y a peut-être pas encore des règlements qui sont adoptés, mais il y a plusieurs instances là, qui sont dans cette mouvance-là, puis qui font vraiment des adaptations de leurs outils pour intégrer justement les corridors naturels. À titre d'exemple, au niveau du schéma de la MRC Memphremagog, elle a intégré maintenant une carte du réseau écologique, donc qui
ils ont établi le réseau écologique à l'échelle de la MRC. Donc, c'est pas parfait. Il n'y a peut-être pas encore des dispositions suffisamment qui protègent, mais c'est quand même un premier pas déjà très important. La municipalité d'Austin aussi dans la région a intégré à son plan de zonage des zones spécifiques de connectivité. La MRC Brome-Missisquoi actuellement, dans son plan, ils ont des travaux actuellement où justement, ils sont en train de regarder tout ça puis d'avoir un plan qui intègre la connectivité. Et puis, sur le site de connectivité écologique, là, il y en a plusieurs. Donc, là, je ne pourrais pas faire le tour, là, mais les initiatives se multiplient. Puis, en fait, le site, ce qu'on veut faire aussi, contrairement à avoir publié juste un guide PDF qu'on aurait envoyé, c'est qu'on va pouvoir aussi l'actualiser en fonction des bonnes nouvelles qui vont émerger. On va pouvoir ajouter des cas plus récents qui viennent de se faire. Merci. Si, Martine, si tu peux m'aider juste à décortiquer tout ça, là, il y a l'initiative de corridor écologique, il y a plein d'autres organismes qui ont leurs propres activités en cours aussi, il y a des équipes de rétablissement aussi des espèces en péril, il y a les CRE qui travaillent aussi avec différentes instances municipales. Fait que là, on voit vraiment justement beaucoup de gens arriver à la porte des municipalités. Comment qu'on fait pour comment ces municipalités-là pourraient faire pour un peu se démêler parmi toutes les propositions de projets puis les appels à la collaboration finalement de ces organismes-là? Est-ce que tu as quelques petits trucs à nous donner? Bien, en tout cas, en ce qui concerne de notre côté, là, on est en train de travailler avec des municipalités pour les 4 corridors prioritaires. Mélanie en a fait allusion tout à l'heure. Puis, en termes de connectivité, c'est pas mal nous qui pilotons, mais on joint plusieurs partenaires. Donc, on sait que les OBV, en travaillant au rétablissement des berges, des rives, à faire du reboisement, bien, ils concourent aussi au rétablissement de la connectivité. Donc, on essaie d'organiser le message. Puis, je pense que la meilleure stratégie, c'est l'organisation qui est la plus proche de la municipalité. Bien, c'est elle qui peut être le porteur de flambeau, puis réunir après ça les actions qui peuvent être portées par d'autres instances. On parle des conseils régionaux de l'environnement. Donc, l'association plus naturelle, je pense qu'elle est à exploiter. OK, merci. Fait que juste de prendre un moment à se poser puis voir toutes les offres sur la table pour pouvoir agir avec un bénéfice qui soit collectif finalement pour plusieurs espèces, plusieurs milieux naturels, par exemple, plusieurs avantages ou services écosystémiques, par exemple. Mélanie, tu voulais rajouter? En fait, je voulais juste ajouter l'idée que la connectivité, on peut, oui, identifier un corridor puis dire, OK, on va le maintenir, là. Mais il y a souvent, Martine y a fait référence, il y a souvent vraiment différents angles d'attaque pour maintenir la connectivité. Donc, on peut agir sur l'écologie routière, qu'on pense à des passages fauniques quand un corridor croise une route, où il peut y avoir des aménagements spécifiques pour la faune. On peut penser à de la restauration de bandes riveraines dans par exemple, un contexte agricole. Après des actions de conservation complémentaires, vraiment en terre privée par des organismes. Donc, c'est vraiment multi-palier, multi-échelle d'intervention. Je pense que, comme Martine l'a dit, là, quand on va avoir un impact sérieux pour la connectivité, on peut aller voir, on peut seul, comme un groupe, amorcer ce dialogue-là avec la municipalité. Mais idéalement, on va avoir dans notre poche arrière ou dans notre équipe, dans notre bagage, toutes ces autres composantes-là pour pouvoir déployer sur le terrain quelque chose qui va être plus consistant, qui va avoir plus d'impact également. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de la multitude d'intervenants, mais il faut se dire, au contraire, c'est un atout pour qu'on soit encore plus fort ensemble. Martine? Et je renchérirais assez succinctement aussi. Donc, ce qu'on se rend compte actuellement, c'est que selon la dynamique de chaque corridor écologique identifié localement, selon le zonage, selon où est-ce qu'il situe le corridor, selon le degré de motivation, d'implication de la municipalité, on travaille toujours dans le cas par cas. Avec les solutions pour rétablir et avec les intervenants à y ajouter. Il n'y a pas de recette one fits all. Je sais, tantôt, il y a eu une question sur
Est-ce qu'il y a une municipalité qui aurait un exemple, un exemple plus marquant? Non, malheureusement, dans ce qu'on a dans la boîte à outils, c'est plein de petits exemples à plein d'égards différents. Je pense qu'il faut aller piger dans cette liste d'épiceries-là, si on veut, pour aller voir ce qui convient pour tel corridor à tel endroit, avec tel acteur, puis telle réalité territoriale aussi. Tu as répondu un petit peu à la question de Mme Rinfray. Là. Bon, elle a quitté la réunion, mais elle posait des questions sur les aspects techniques, les largeurs de corridors, etc. C'est de ce genre d'informations-là aussi qu'on va pouvoir retrouver dans la boîte à outils, malgré que c'est souvent au cas par cas selon les espèces qu'on veut protéger, puis les habitats aussi. Là. Ouais, dans la boîte à outils, il n'y a pas toute la partie. Dans la boîte à outils, ça ne renferme pas toute l'information sur comment identifier les corridors naturels, puis la science de l'identification des corridors. Parce que ça, c'est comme, ça déborde là, du volet d'aménagement du territoire. Mais j'invite les instances, les représentants des municipalités, les gens qui se posent des questions, à contacter leur organisme de conservation ou l'organisme de conservation qui œuvre dans leur territoire, à leur région. Souvent, ils ont des services de géomatique, des équipes qui peuvent vraiment les assister dans ces informations-là parce que ça va dépendre des espèces surtout qui sont ciblées ces largeurs-là de corridors. Il y a de plus en plus de documentation, de sciences qui supportent des choix éclairés pour l'identification des réseaux écologiques sur les territoires. Merci. Ça répond un peu à la question aussi de Mme Proulx là, qui demandait est-ce qu'il va y avoir du soutien financier pour les petites municipalités qui ne sont pas toujours en moyen pour mettre en place des projets d'envergure. C'est sûr que de faire affaire avec les organismes de conservation, eux ont accès des fois à certains financements intéressants. Est-ce que vous, votre projet vient aussi avec une espèce de cagnotte ou d'un programme subvention autre? Bien, évidemment, ce matin, hier et avant-hier, ça donne qu'on était dans un sprint de rencontres avec des municipalités. C'est une question qui se pose souvent. Oui, en tout cas pour Corridor Appalachien, pour les membres aussi de l'initiative Corridor écologique, puis probablement pour d'autres, mais on a quand même du financement de base pour nous permettre d'accompagner certaines municipalités à l'avancement de la prise en compte de la connectivité. C'est sûr que s'ils nous demandent à nous d'analyser leur réglementation municipale puis de faire des recommandations, bien là, peut-être qu'on n'est pas outillé en ressources humaines ou même outillé en termes financiers pour aller aussi loin dans le travail. Mais oui, en effet, l'initiative Corridor écologique, c'est un peu ça le but, là, c'est de développer des outils et des partenariats avec les municipalités pour les accompagner à cheminer. En fait, c'est que la compréhension de l'importance de la connectivité s'est faite quand même il y a déjà plusieurs années au Québec. Là, c'est au moins 10-12 ans là, que ça devient très commun. Donc, il y a quand même déjà plusieurs années, ça a commencé à apparaître dans les programmes de financement, autant à l'échelle fédérale qu'à l'échelle provinciale. Donc, ça a découlé dans des programmes qui sont notamment disponibles aux organismes de conservation pour accompagner les municipalités. Et il y a aussi Fondation de la Faune maintenant qui soutient la connectivité, les fondations privées. Donc, en fait, les organismes de conservation ont a priori la possibilité d'avoir du financement pour faire ce travail-là avec les municipalités. Peut-être pas à 100%, mais ça permet souvent d'alléger de beaucoup les services offerts puis d'en faire une grande part via ces programmes-là. Puis les municipalités ont accès aussi à certains programmes. Sur le site Connectivité écologique, il y a encore des tout petits ajustements à faire, mais normalement, il y avait une section avec des programmes, des exemples de programmes financiers disponibles. Super, merci. Je vais terminer sur une grosse question technique de M. Landry. Lorsqu'on a parlé des références avec le projet, le rapport scientifique, entre autres, de l'Université McGill, vous avez parlé de pourcentage de forêts feuillues, forêts mixtes. Est-ce que vous avez un peu plus d'informations concernant cette donnée-là où on réfère M. Landry à... Oui, j'ai pas mis la référence. Je m'en suis rendu compte ce matin. Je suis comme, j'ai oublié de mettre la référence. Puis là, je l'ai pas par cœur, mais je vais me faire un devoir de la transférer. C'est pas issu de l'étude de Haddad et son équipe là, auquel je faisais référence, auquel Dr. Andrew Gonzalez a participé.
c'est des cartes qui avaient été. Je vais trouver la référence, donc je vais la faire suivre. OK, parfait. Juste à me l'envoyer, je l'enverrai par courriel à M. Landry s'il nous a laissé son adresse dans son inscription. Puis, un dernier commentaire ou question de Mme Gratton. Bonjour Louise. Effectivement, quand on parle beaucoup des organismes de conservation, il y a certaines régions où il y a peut-être un manque ou qui sont moins couvertes par certains organismes. Est-ce que de faire appel au CRE, les conseils régionaux en environnement, ça pourrait être un bon premier pas là, pour entrer dans cette mouvance d'approche au corridor de connectivité? Ben, on sait qu'il y a certains conseils régionaux de l'environnement qui s'intéressent grandement au sujet, là, notamment le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, là, qui est un des partenaires de l'initiative Corridor écologique. Mais oui, en effet, je ne peux pas répondre pour l'ensemble des creux qui sont répartis au Québec, mais s'il n'y a pas d'organisme de conservation, c'est sûr que de poser la question au creux. Ou sinon, ben, il y a peut-être Conservation de la nature du Canada ou d'autres membres de l'initiative Corridor écologique qui pourraient aussi répondre conservation de la nature et couvrent l'ensemble du territoire. Puis sinon, ça dépend c'est quoi l'information qu'ils ont besoin. Mais en effet, l'objectif est éventuellement de créer un mouvement puis qu'il y ait de plus en plus d'organismes de conservation ou que les organismes de conservation couvrent des plus grands territoires. Ça, c'est des options envisagées. On peut toujours passer par le RMN, là, on va vous orienter vers les bonnes personnes sans problème, on est là pour ça. Sur ce, tous les participants qui sont encore en ligne avec nous, un gros merci, vous êtes des troopers, il est déjà 13h15, je sais que peut-être certains vont vouloir aller dîner. Un gros merci encore, Martine et Mélanie, quel beau duo, quel bon duo. J'espère vous revoir avec nous au cours des prochaines semaines ou mois là, pour présenter votre projet. À tous les autres, je vous invite bien sûr d'être des nôtres avec, que ce soit à travers nos rendez-vous mensuels RMN, nos prochaines formations, suivez le calendrier, vérifiez le calendrier, les prochains midi conservation aussi, là, soyez au rendez-vous. D'ailleurs, au mois de février, là, on va souligner la journée mondiale des milieux humides avec la présentation des Marais du Nord, là, un parc qui est situé près de Québec. Puis, on va présenter justement les efforts d'Agiro, qui est le gestionnaire des lieux, pour leur protection et leur mise en valeur. Donc ça, c'est un rendez-vous le 23 février, midi à 13h, 13h. Des fois, on dépasse, on aime beaucoup discuter. Donc, comme d'habitude, les inscriptions sont déjà ouvertes. Allez vérifier notre site web rmnat.org/formation pour toute inscription et autres. Donc, c'est le temps de se quitter ce midi. On se donne rendez-vous le mois prochain. Encore une fois, Martine Ruel, Mélanie Lelièvre, Corridor Lachien et tous ses partenaires. Merci beaucoup pour ce beau projet. Merci de l'opportunité. Bonne fin d'après-midi tout le monde. Au revoir.